3. Les contournements. Face à ces contradictions, le système capitaliste a déployé toute une batterie de réponses afin de les adresser. Il ne s'agit pas tant pour lui de résoudre ces contradictions, le voudrait-il qu'il ne le pourrait pas pour la plupart d'entre elles, que de les contourner, que de les dévier, de les canaliser. Toutefois, ces mesures, aussi optimisées soient-elles, ne parviennent pas à colmater toutes les brèches et, pire encore, elles en provoquent l'ouverture d'autres plus graves encore. Ce qui aboutit à créer une situation de laquelle le capitalisme ne peut pas sortir, et ne pouvant conduire qu'à sombrer dans la barbarie, c'est ce qui confère son caractère terminal à la crise du capitalisme. Nous y reviendrons dans le prochain chapitre. Pour le moment, passons en revue quelques-uns de ces contournements. Néanmoins, avant cela, je tiens à souligner que le présent inventaire des contournements mis en œuvre par le capitalisme n'est pas exhaustif. Il s'agit ici de seulement pointer ceux dont le caractère non durable est aisément saisissable. Ainsi, je n'évoquerai pas, ou seulement indirectement, des contournements comme l'immigration massive, l'augmentation de la productivité et l'automatisation, la destruction de la culture, les délocalisations et la désindustrialisation, la désagriculturation. Ces actions sont bien évidemment aussi porteuses d'effets néfastes comme l'inutilité des hommes, la virtualisation, la déséducation, la déculturation, l'acculturation, produisant un déracinement, des hommes vides, des sous-hommes aptes à devenir des barbares, ou bien le multiculturalisme ou l'islamisation lorsque l'assimilation s'avère en panne, conduisant, comme toujours dans l'histoire, à des guerres civiles dont les Balkans sont l'archétype, ou bien encore la fin de l'autosuffisance et de l'autonomie et donc de la souveraineté nationale matérielle. Je pourrais aussi évoquer les politiques de flux tendu, du juste à temps, et les stocks zéro, qui ne sont pas sans interagir avec le et qui alimentent l'augmentation des rythmes et des horaires de travail inhumains. Bien que présents et délétères, ces derniers contournements sont au moins en partie réversibles ou pas directement nihilistes, c'est pourquoi j'ai choisi de ne pas les incorporer dans cette étude du caractère terminal de la crise du système capitaliste. Impérialisme monopoliste et hégémonique. Historiquement, une des premières réponses apportées fut l'extension géographique. C'est-à-dire l'agrandissement des aires capitalistes nationales initiales jusqu'à former des empires coloniaux. C'est ce que l'on nomme l'impérialisme. Lénine définit ce stade d'évolution en ces termes, l'impérialisme est le capitalisme arrivé à un stade de développement où s'est affirmée la domination des monopoles et du capital financier, où l'exportation des capitaux a acquis une importance de premier plan, où le partage du monde a commencé entre les trusts internationaux et où s'est achevé le partage de tout le territoire du globe entre les plus grands pays capitalistes. Pourtant, Lénine se trompait en y voyant un stade suprême, ultime. En cela, le pronostic de Kautsky apparaît plus pertinent, sans toutefois anticiper sa forme hégémonique contemporaine telle que menée par les USA. La politique impérialiste actuelle ne peut-elle pas être supplantée par une politique nouvelle, ultra-impérialiste, qui substituerait à la lutte entre les capitaux financiers nationaux l'exploitation de l'univers en commun par le capital financier uni à l'échelle internationale? Cette nouvelle phase du capitalisme est en tout cas concevable. Cette réponse aux contradictions peut être résumée par l'expression impérialisme monopoliste et hégémonique, et se traduit en politique étrangère par le courant néoconservateur aux USA. Extension de la sphère du marché. La double fin, de ressources et de débouchés, pousse les capitalistes et leurs représentants politiques à étendre leur sphère d'influence, leurs espaces de déploiement. Cela tout d'abord pour produire, en exploitant des matières premières venant des quatre coins du monde. En profitant aussi des écarts de revenus entre les populations des diverses zones géographiques afin de maximiser leurs marges. Un phénomène sensible d'abord à l'échelle nationale, mais aussi à l'échelle internationale, si besoin en recourant à la colonisation. Ensuite, parce qu'une fois produites, les marchandises doivent trouver des acheteurs, sous peine de graves pertes financières. L'accès aux débouchés, aux consommateurs, devient alors une préoccupation majeure. Le recours à la réclame puis à la publicité et autres mécénats relève de cette nécessité capitaliste. À tel point qu'aujourd'hui le prix de revient de bien des produits est majoritairement celui de la mise sur le marché, le coût de production n'en étant plus qu'une fraction rabougrie. On parle là d'un rapport d'un ordre de grandeur de 80% pour 20%. Une autre manière de contourner l'absence de débouchés fut trouvée avec ce que l'on a appelé le fordisme et le keynésianisme. À savoir le fait pour un acteur économique, entreprise ou État,
d'injecter des liquidités dans le système économique en s'attendant à induire un phénomène de consommation, augmentant la quantité de marchandises, voire d'enclencher une spirale de croissance. On comprend alors aisément que cette situation incite le système à internationaliser les marchés, à les mondialiser, à les élargir, à les ouvrir, tant pour acheter que pour vendre. Cela quand bien même cette tendance comporte des contradictions comme la volonté d'accaparement des ressources ou de préservation des filières, protectionnisme. C'est d'ailleurs cette soif insatiable qui amène les capitalistes à affronter tout ce qui peut entraver le déploiement du capital et du marché, jusqu'à provoquer des conflits et des guerres à l'échelle mondiale. Il ne s'agit donc pas ici d'une méchanceté intrinsèque aux grands bourgeois, mais d'une nécessité pour eux induite par le fonctionnement de leur système économique. Je ne ferai ici qu'évoquer sans les développer deux autres problématiques liées à ces fins de ressources et de débouchés, la soif de débouchés pour les capitaux suraccumulés et la production de produits inutiles répondant à de faux besoins. Je reviendrai sur ces points un peu plus loin. En résumé, on désignera ce contournement des contradictions, extension de la sphère du marché. Destruction de la raison. Abordons maintenant un contournement se situant sur un autre plan, celui de l'idéologie. Tout système socio-économique nécessite une légitimation du pouvoir qu'exerce la classe dominante. Cette légitimité étant en premier lieu économique, elle doit également couvrir les autres champs d'une société. Il s'agit ici de l'idéologie, de la philosophie, de la sociabilité, de la spiritualité et de la sentimentalité. Des champs et des dimensions qui s'entrecroisent et doivent former un modèle cohérent. Ou plutôt devrais-je dire, aussi cohérent que possible. Originellement, la philosophie libérale, qui sous-tend le système capitaliste, a posé ses bases sur un sol solide appelé les Lumières. Des fondations construites de manière raisonnée par des auteurs de renom comme Jean Bodin, Thomas Hobbes, John Locke, Jean-Jacques Rousseau, Adam Smith, David Ricardo et tant d'autres. Une base énonçant des principes réalistes tels que le droit naturel, la division du travail, la création de richesses et l'origine de la valeur. Le penseur bourgeois le plus récent pouvant, au moins partiellement, être rattaché à cette filiation est sans doute Friedrich Hegel. Il propose en effet un système, une méthode de pensée fondée sur la notion de dialectique. Une méthode poursuivie et développée par le penseur du communisme, Karl Marx, opposant bien connu du système capitaliste. Ces rappels effectués, un phénomène philosophique inverse prend son essor à l'orée du XIXe siècle pour ne faire que grandir depuis, la destruction de la raison. Il ne s'agit dès lors plus de rechercher la vérité pour fonder un système, mais de bâtir des justifications au maintien en place de ce même système capitaliste. Tirant son inspiration dans l'idéalisme, ce courant de pensée prendra diverses formes. Sa figure emblématique étant Friedrich Nietzsche. Un philosophe revendiquant de ne pas proposer de système. J'invite le lecteur à parcourir quelques-uns des écrits de cet auteur pour s'apercevoir de l'inanité de ses propos. La technique de communication qu'il emploie pouvant être synthétisée ainsi, affirmation contredisant le sens commun, énoncée de manière péremptoire afin de donner l'illusion de la profondeur de pensée. Il a même été argué que Nietzsche serait un précurseur du nazisme en Allemagne. Ce qu'ont contesté nombre de ses défenseurs comme une machination de sa sœur. Pourtant, comme le signale la 4e de couverture du livre Nietzsche philosophe réactionnaire, pour une biographie politique de Domenico Losurdo, Nouvel esclavage, anéantissement des races décadentes, anéantissement de millions de ratés, ces mots d'ordre effrayants, formulés de manière séduisante sous la plume de Nietzsche, ont longtemps été interprétés comme autant de métaphores. La reconstruction historique de Domenico Losurdo montre au contraire qu'il s'agit de la radicalisation de tendances bien présentes dans l'Occident de la seconde moitié du XIXe siècle. Ce phénomène philosophique a été disséqué par Georg Lukács dans son œuvre en 3 tomes intitulée justement La destruction de la raison à laquelle je renvoie le lecteur. Figure de proue du nihilisme, Friedrich Nietzsche a vu son œuvre poursuivie récemment par ce qu'il est de coutume de nommer la French Theory. Dans l'hypothèse où vous n'avez pas connaissance de ce courant de pensée, apprenez qu'en provient le terme de déconstruction, si couramment employé aujourd'hui, jusque dans les médias de masse. À ce néologisme, je préfère les mots de démolition ou de destruction qui rendent explicite l'intention des auteurs. D'ailleurs, l'un de ceux-ci, Jacques Derrida, l'avoue lui-même en affirmant « La déconstruction porte d'abord sur le logocentrisme ».
ou bien encore dans son affirmation non seulement totalement fausse, mais résolument absurde, l'homme vrai n'a pas de sexe car il doit être son sexe. Dès que le sexe devient organe, il me devient étranger, il m'abandonne d'acquérir ainsi l'autonomie arrogante d'un objet enflé et plein de soi. Cette enflure du sexe devenu objet séparé est une sorte de castration. En outre, je me contenterai d'évoquer ici les littérateurs bourgeois déprimés par les impasses auxquelles conduisent les progrès matérialistes, sans plus développer l'origine de leur névrose. Notons juste que leur pessimisme radical est porteur de résignation face à la situation présente et à la trajectoire du système capitaliste. Un fatalisme les reliant à Schopenhauer en passant par Onfray. Avant de conclure ce point, je souhaiterais toutefois ne pas rejeter l'intégralité de la pensée de tous les philosophes s'inscrivant dans cette tendance. Schopenhauer, notamment, lorsqu'il identifie le vouloir vivre comme central, Bergson également lorsqu'il s'inscrit dans le courant vitaliste, tous deux préfigurant ce que l'on désigne désormais comme la négantropie. Les limites de leur raisonnement et les conclusions qu'ils en tirent participent de la destruction de la raison, tandis que les fondements sur lesquels ils reposent offrent des briques utilisables pour construire. J'y reviendrai. Je conclurai ici la longue exposition de cette réponse aux contradictions du capitalisme qu'est la destruction de la raison, car de nombreux ouvrages récents ou plus anciens traitent déjà de cette tendance. J'insisterai juste sur le fait qu'il s'agit ici d'un contre-feu sur le terrain idéologique, de manière à rendre tout raisonnement philosophique et toute conclusion impossible, et ainsi d'éviter toute remise en cause méticuleuse du système sur ce terrain. Le comble est encore que, pour rendre ce contre-feu plus efficace, il prend souvent la forme d'une opposition au capitalisme, se revendiquant par exemple comme socialiste. Là, nous sommes en présence d'un contournement à double effet, puisque non seulement cela protège le capitalisme, mais en plus, par son absurdité, cela discrédite les idéologies alternatives. La socialisation rampante. Autre contournement, prenant plutôt la forme d'une évolution inéluctable du capitalisme, la socialisation rampante. J'ai déjà évoqué le fordisme et le keynésianisme pour répondre à la fin de débouchés. Cependant, n'oublions pas que ces mises à jour du logiciel du système se sont opérées sous une double pression sociale et économique. La pression des luttes sociales, celle des prolétaires et des autres classes opprimées réclamant et obtenant de meilleures conditions d'existence. Les progrès, les conquêtes, les acquis sociaux obtenus sous la menace de la grève ou du renversement du régime. Notons que la création de l'URSS et des autres pays socialistes, comme le mouvement mondial de décolonisation, joue un rôle important dans cette dynamique. Des avancées réalisées aussi comme un effet induit de l'émergence d'une aristocratie ouvrière intégrée au système, soit en jouant un rôle de courroie de transmission en temps ordinaire, les petits chefs, soit en jouant un rôle de canalisation des conflits, syndicalistes, ou de détournement de la pression politique, politiciens réformistes. Cette pente naturelle sur laquelle glisse le capitalisme est celle d'une plus grande égalité sur le plan économique entre les membres de la société, une sociabilisation de l'économie libérale. La pression économique joue également un rôle majeur dans cette évolution. Les crises de surproduction devenant de plus en plus incontrôlables, le fameux jeudi noir de 1929 précipitant, au sens propre comme au figuré, nombre d'industriels et de financiers dans le gouffre de la faillite, en pose le jalon historique. La réponse apportée par l'économiste Keynes prend la forme d'une intervention massive de l'État dans l'économie. Cela marque à la fois la fin du libéralisme classique et le début de la socialisation du capitalisme, l'État étant par définition l'organisation dont se dote une société pour l'administrer. Cette tendance, malgré la réaction par le néolibéralisme à partir des années 1980, ne s'est pas pour autant démentie. Les interventions massives des États et des banques centrales pour sauver le capitalisme de ces crises financières systémiques ne faisant que s'amplifier, 1987, 1993, 2001, 2007, 2020. Les organismes étatiques ayant optimisé leur réaction afin de réagir quoi qu'il en coûte. On remarquera en outre que cet interventionnisme tend pour être pleinement efficace à agir de manière coordonnée à l'échelle internationale. Cela en particulier au travers de la création de divers organismes financiers comme l'OCDE, le Club de Paris, la BCE, le FMI ou les cabinets de conseil. De manière complémentaire, un ensemble d'institutions internationales se sont également mises en place après la Deuxième Guerre mondiale pour adresser les crises intervenant dans d'autres champs, comme l'OMS pour celui de la santé.
Il convient de noter que cette dynamique va à l'encontre de l'idéologie libérale classique, ce qui suscite une opposition farouche de la part des secteurs les plus conservateurs de la bourgeoisie. Ces derniers rejettent catégoriquement les solutions à caractère socialiste, n'acceptant d'y recourir que sous la contrainte, comme en situation de crise extrême. Ceux-ci ne pouvant se résoudre à ces solutions socialisantes que confrontés à la catastrophe, le pistolet sur la tempe, pour ainsi dire. D'ailleurs, dès qu'ils en ont l'occasion, ils œuvrent aussitôt pour revenir sur ces réformes de leur système. D'ailleurs Denis Kessler le revendique en écrivant en 2007, « Il s'agit aujourd'hui de sortir de 1945, et de défaire méthodiquement le programme du Conseil national de la résistance. »